Je suis très content de vous accueillir sur la réserve, d'accueillir une nouvelle fois des étudiants de l'IFCAM pour faire des photos et des images. Dès que vous rentrez sur la réserve de Chérine, il faudra qu'on soit au courant, donc on échangera beaucoup par messagerie pour connaître vos localisations, savoir ce que vous faites sur le terrain. Si j'ai bien compris, vous avez déjà votre répartition de sujets qui vous intéressent, des sujets de prédilection, suivant vos affinités. Donc on vous laisse faire de belles images pour nous émerveiller. Je recherche les émotions feutrées du crépuscule, les couleurs douces, les brumes, les ambiances mystérieuses, sources de rêves. Je savais que je trouverais tout ça en venant en Brenne, au cœur de cette réserve préservée. J'adore quand mon réveil sonne tôt, alors qu'il fait encore bien noir. Je prends mon café et dès que je devine dans le haut de la fenêtre que le jour pointe son nez, je prends mon matériel et je saute dans mes bottes. Je n'ai jamais vu de blob, juste des photos. Ce truc étrange me fascine. Il ressemble à un champignon qui se développe sur une branche morte, mais ce n'est pas un champignon. Il n'appartient ni au règne animal, ni au règne végétal. Son aspect est gluant. Il peut prendre différentes formes, grossir, maigrir, très lentement. En fait, les grosses bêtes, ça ne m'intéresse pas vraiment. Au volant de ma voiture, je pose le nez sur le pare-brise pour repérer les petites bêtes qui traversent la route.
Je freine, je donne des coups de volant pour éviter les grenouilles, les escargots ou les scarabées. Maintenant, je mets les warnings. Je me fais souvent klaxonner, mais je m'en fiche. J'ai l'impression que depuis que je m'intéresse aux petites bêtes, je suis tombée dans un puits sans fond. Quand je mets un genou au sol pour filmer un insecte, j'en découvre souvent un autre à côté de lui, encore plus petit. Ça n'arrête pas. C'est une délicieuse mise en abîme. J'aime cette sensation. Je me sens comme une exploratrice de l'infiniment petit. Et tout ça grâce à un bel objectif qui permet de distinguer les plus petits détails. Quand je me promène en famille ou avec des amis, j'ai l'impression d'embêter tout le monde à m'arrêter à chaque plante pour plonger dans mon petit monde. Ils ne comprennent pas toujours. C'est pour ça que je suis de plus en plus souvent seule dans la nature. La libellule ne se réveille pas au lever du jour. Moi non plus d'ailleurs. J'adore les grasses matinées, les micro-siestes. Elle a passé la nuit sur une tige. Au lever du jour, la rosée perle sur ses ailes. Elle va attendre que les rayons du soleil la réchauffent, puis s'en débarrasser. Au-delà de mon admiration pour les espèces rares ou mal aimées, moi, mon truc, c'est la technique. Une fois mes batteries chargées, mes cartes vidées et mes objectifs nettoyés, je pense que l'indispensable, ça reste la pince à linge. J'en ai toujours 2-3 sur moi, et lorsque j'en sors une, ça veut dire que tout est prêt. Mon affût est installé, à bon vent, bien orienté par rapport au soleil, et j'ai choisi mon cadre. Jeanne et Juliette me voient comme un mordu de technique, des réglages et du matériel. Elles ont rigolé quand elles ont vu que je chérissais autant ma caméra que ma pince à linge. Et pourtant, c'est bien elle qui vient clore mes longs moments de préparation. À partir de maintenant, j'essaye de me faire oublier, et je me régale.
Mais Rombi-Oro, mais qu'est-ce qu'il fait? Il frotte la branche sur son ventre. Il fait sa toilette? Non. Non, c'est pour lisser ses plumes. Marquer son territoire, peut-être, ou plutôt séduire. Proposer à une femelle une brindille pour lui indiquer qu'il est prêt à construire son nid avec elle. Ce serait l'offrande du mâle, je pense. Je demanderai au technicien de la réserve. La Brenne est bien connue de tous les ornithologues de France et de Navarre pour accueillir cet oiseau rare, le blongios nain. C'est la première fois que j'en vois un. J'adore son chant. Les filles vont être surprises quand je leur montrerai les images. En plus, je l'ai plein cadre. J'espère que mes réglages caméra sont bons. Cet oiseau est tellement léger qu'il se déplace de roseau en roseau comme un acrobate, un équilibriste. Il peut ainsi parcourir toute la roselière sans toucher l'eau. Lui, c'est le mâle avec ses couleurs. Cette fois, j'ai le couple. C'est la femelle. Son mimétisme lui permet d'échapper à la vue des prédateurs lorsqu'elle couve. Ah, c'est fou. Filmer un blongios, c'est déjà énorme pour moi, mais le couple... Je sais pas si tous les étudiants de l'IFCAM ramènent souvent des images comme celle-ci. C'est pour ça que je mesure bien la chance que j'ai d'être ici. Bien niché au cœur de la France, la Brenne est un petit territoire méconnu, et pourtant une des zones humides les plus importantes du pays. Il faut que j'arrête de faire une fixette sur ce satané blob. J'en ai rêvé cette nuit. Il poussait sur mon bras, grandissait vite et m'envahissait. J'ai raconté ça à Oscar ce matin. Il m'a répondu que c'était bon signe, que j'allais le trouver, qu'il fallait que j'insiste. À la réserve, ils ne connaissent pas le blob. Mais j'ai inspecté des centaines de branches, dessus, dessous. J'abandonne, c'est pas si grave. Et puis, j'ai encore tellement de petites bestioles à filmer. Ici, la vie jaillit du sol. Il faut que j'approche le bout de l'objectif sans geste brusque. Étape par étape, jusqu'à 1 ou 2 mm pour que l'insecte l'accepte et ne s'envole pas. Avec un objectif macro normal, je n'arrive pas à être aussi près. Chaque fois, l'insecte s'en va. Mais avec mon tube, je peux l'approcher, l'insecte, jusqu'à 1 mm. C'est magique. Ça fait une bonne demi-heure que je prends soin de bien filmer les fourmis et les pucerons. Je n'avais pas remarqué cette petite goutte qui en sort. Je réalise seulement maintenant que c'est le miella, ce sucre excrété par ces fragiles petites bêtes. En fait, c'est la fourmi qui déclenche la sortie de la goutte. À l'aide de ses antennes, elle tapote l'abdomen du puceron pour lui signaler qu'elle est prête à se nourrir. Je n'aurais jamais imaginé une interaction aussi incroyable.
C'est pour vivre des moments aussi forts que j'ai choisi ce métier. Et aussi pour faire des films avec des images comme celle-ci et les montrer aux gens, aux enfants surtout. J'aime sensibiliser comme ça, de manière douce. Je milite avec de belles images. Mon marais à moi est bien caché sous les arbres, qui ouvrent leurs ailes feuillues au-dessus des animaux, comme le ferait une poule avec ses poussins. Grâce à la petite tortue cistude, tout droit sortie d'un autre temps, la fresque vivante de la préhistoire se redessine en permanence. Madame joue aux dinosaures. Je me sens bien ici. Je n'ai jamais ressenti auparavant cette impression de pouvoir freiner le temps, comme dans les films de fiction. Je me sens sereine. Des moments comme ça devraient être prescrits par tous les médecins du monde. Par moments, un mouvement furtif me sort de ma torpeur. Il ne m'en faut pas plus pour que j'imagine plein de petits êtres qui m'observent. Ils sont sous l'eau, derrière un tronc, une écorce, une mousse, des feuilles. Par moments, des sons étranges me hérissent le poil, mais ce n'est pas de la peur. Je ne sais pas bien ce qui me traverse, mais c'est juste agréable. J'aime bien ça. Emma Loutre, je suis aussi venue ici pour elle. Hier soir, j'ai posé plusieurs pièges photos devant mon marais. J'espère qu'elle est passée devant cette nuit, ou peut-être ce matin. Voyons voir. Un là. Non, c'est un ragondin. Un renard. Des piges, un cerf, sûrement ceux que j'ai déjà filmés hier. Ah, trop bien. Une cigogne noire, ça c'est rare. Mince, pas de loutre. Pourtant j'ai vu ses crottes sur la souche en arrivant. Je serais tellement contente de pouvoir montrer ces images à Juliette et Oscar avant la fin de notre stage. Ouh là là. Le vent remue toute la roselière. Déjà que le butor se fond complètement dans son environnement, ça va être compliqué de le trouver. Mais
Quoi là? Oui, il y a quelque chose. Allez, bouge, bouge. C'est lui, le butor. Mais que fait-il perché? Avant de venir en stage en Brenne, j'ai lu et relu tous les écrits possibles concernant le butor. Sa technique de pêche est particulière. Il glisse discrètement son bec sous l'eau et repère le poisson avec ses yeux. Se pose alors le problème de la réfraction. Quand le poisson est repéré, la position que lui indiquent ses yeux est la mauvaise, car les rayons lumineux entre l'eau et l'air sont courbés. Le butor corrige alors le tir en visant sous l'image qu'il a du poisson. Les pêcheurs au harpon connaissent bien ce phénomène. Pour capturer, ils visent sous le poisson. J'ai hâte de montrer les images aux autres. Et ça tombe bien, parce que ce soir, on a une réunion de coordination avec l'équipe et les techniciens de la réserve. Non, ce n'est pas possible. Ça me fend le cœur. Toutes ces sauterelles tuées. Ces hérons sont de vrais serial killers. Quel carnage. Il faut que je me mette dans la tête que ce n'est pas une tragédie qui se déroule sous mes yeux. Les sauterelles profitent aux hérons, c'est tout. C'est la nature. Les hérons garde-bœufs sont opportunistes, comme les mouettes ou les cigognes. Dès qu'ils repèrent un tracteur, ils accourent pour en profiter. Pour eux, c'est comme un buffet gratuit. J'ai lu que l'azuré des Moulières est un papillon étonnant
qui se fait passer pour une fourmi afin d'être élevée par elle durant des mois. La femelle pond ses œufs sur la gentiane. Bientôt, l'œuf va donner une larve qui va ensuite tomber au sol. Elle émettra alors des phéromones de fourmis. Dupée, la première fourmi qui passe va l'emporter rapidement dans la fourmilière où elle va être logée et nourrie tout l'hiver comme les autres larves de fourmis. Devenue chenille, elle va quitter la fourmilière juste avant de devenir un papillon, le rarissime azuré des Molières. L'espèce est devenue très rare et donne à la réserve de Chérine une grande responsabilité pour sa préservation. Après la faucheuse et les hérons, c'est le renard qui pointe ses crocs. Les mulots et les campagnols se retrouvent à découvert et donc très vulnérables. Je pense que là, c'est une femelle. Elle capture plusieurs proies et les stocke dans sa gueule avant de les emmener au terrier et de les offrir à ses petits. Ce sont les jeunes pique-et-pêche qui, avec leurs cris aigus, m'ont arrêté. Ils sont affamés. Les adultes viennent les nourrir toutes les 3 ou 4 minutes. Et là, ce sont des fourmis, je crois. Je suis venu dans ce bois chercher la martre, mais ce sont des pics, des trous de pics, des loges de pics que je trouve. Pic noir, pic vert, pique-et-pêche. La plupart des loges sont occupées. Mais bon, je vais pas me plaindre.
ça y est, ça me reprend. C'est chronique. À l'IFCAM, mon école de cinéma animalier, mes profs me font souvent la remarque. Je ne peux m'empêcher de faire de l'anthropomorphisme. Je donne un caractère aux animaux. Gentil, méchant, bagarreur, tendre, beau, moche, intelligent, voire idiot. C'est mal vu dans un documentaire animalier, mais moi, j'adore. Et puis là, je suis seule au monde sous ma toile, et j'ai bien le droit de me faire des films. Pour moi, le plus méchant sur l'étang, c'est le cygne. Il harcèle constamment les oiseaux qui pointent leur bec sur son territoire. Les oies cendrées vont certainement abdiquer et abandonner leur nid. Les animaux ressentent-ils les mêmes sentiments que nous dans ces moments-là? Du plaisir, de la frustration, de la colère. Ce grèbe-à-cou noir qui tape sur sa femelle après l'accouplement. Pourquoi fait-il ça? J'adore la délicatesse de la mouette qui demande gentiment à la cistude de se pousser et de lui redonner son nid. La grosse pâteau de tortue a l'air de s'en fiche complètement. La cistude, animal à sang-froid, est en train de couver des œufs de mouette? Pur hasard ou instinct maternel? Bon, d'accord, je redescends sur terre. Ce n'est pas possible. Quoique... Depuis le début de notre stage, je ressens deux sentiments opposés. D'un côté, je suis comblée, bien au-delà de mes attentes, avec ce bouillonnement de vie, cette impression d'être au cœur du sauvage, au cœur du vivant, en paix avec moi, en paix avec la planète. Et d'un autre, je vois qu'autour de moi, tout fout le camp. Que dois-je faire? Crier? Manifester? Je suis perdue. Je me sens impuissante. J'ai juste envie de rester dans mon marais. Il m'arrive souvent de filmer des oiseaux qui se nourrissent de l'écrevisse de Louisiane. Une invasive qui menace sérieusement la biodiversité des étangs. S'ajoute à cela le dérèglement climatique. L'eau va-t-elle manquer? Comment va évoluer la Brenne, cette zone humide exceptionnelle? Les techniciens de Chérine m'ont expliqué que la réserve, avec ses étangs, ses bois, ses brandes, roselières, prairies humides, prairies sèches, ses marécages, constitue une mosaïque de milieux. Cet enchevêtrement de nature affiche encore aujourd'hui une biodiversité très riche. Chérine absorbera certainement mieux les chocs climatiques à venir que les territoires uniformes aux gestions monospécifiques qui prendront, eux, de plein fouet les effets de ce dérèglement.
Sur un territoire, plus les espèces et les milieux sont nombreux, mieux il sera armé pour amortir ce chaos. Et ça me rassure. Un peu. Cet arbre mort m'inspire bien. Je pense que je vais m'installer là. Il y a plusieurs entrées suffisamment grandes pour accueillir une martre. Je passe mes journées à filmer toutes sortes d'espèces, à avoir défilé le temps devant mon affût. Je n'avais jamais vraiment ressenti ça auparavant. Je prends un plaisir fou à attendre, même si rien ne se passe. Cette immersion dans cette réserve, cette diversité du vivant, c'est vraiment quelque chose de fort. Ça fait 2 heures que j'attends. Et je n'ose pas bouger. Derrière moi, les animaux s'en donnent à cœur joie. Jeanne me dirait sans doute qu'ils sont en train de faire la fête pour me narguer. S'il y a des frelons dans l'arbre mort, est-ce que la martre sera là? Ah, il y a un truc qui bouge là. Je vois pas ce que c'est des griffes. Oui, ce sont des griffes. Et ça y est, ça sort. 2 jeunes martres. Elles sont nées au printemps, dans ce tronc qu'elles ne quittent jamais. La femelle doit venir les nourrir la nuit. Demain, elles seront peut-être déjà parties. Quelle chance j'ai! Les observations diurnes de martres sont tellement rares. La seule fois où j'en ai vu une, c'était dans les phares de ma voiture. Pour moi, c'est le mammifère des bois le plus beau et le plus mystérieux.
Tiens, c'est bizarre, il n'y a que la tête ici, à l'arrière du mâle. Il manque le reste du corps. Et pourtant, le mâle continue ses mouvements, comme si la femelle était toujours accrochée à lui pour pondre. Que s'est-il passé ? Je pense que quand mâle et femelle se sont retrouvés en tandem pour rallier le site de ponte, un oiseau a dû attraper cette proie par l'abdomen de la femelle et ça a lâché. Le mâle s'est retrouvé avec la tête de sa femelle et a poursuivi ce mécanisme de ponte comme si c'était inscrit dans ses gènes. C'est la première fois que je vois un lucane cerf-volant. Je vais prendre le temps de le filmer et d'en profiter. J'en ai vu un en vol hier soir à la tombée de la nuit, mais là, j'ai tous les détails de sa carapace. Il paraît que les mâles se battent, un peu comme les cerfs. Ils font des joutes sur une branche jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit désarçonné et tombe au sol. Ah, le voilà, enfin! Je vais filmer en accéléré, on verra mieux son évolution. C'est un organisme unicellulaire, une cellule géante en quelque sorte, sans cerveau et pourtant capable d'apprendre et transmettre des informations génétiques à un autre blob. Car s'ils croisent un des siens sur un tronc, ils peuvent s'unir et échanger leurs informations. Cela en quelques heures. Chaque blob s'alimente et se déplace à sa façon. Un blob d'un autre pays pourra refuser la nourriture qu'il rencontrera à Chirine, par exemple, tout simplement parce qu'il ne la connaît pas. Dans des conditions favorables, il peut grossir assez vite. À l'inverse, il peut quasiment disparaître. Encore un ragondin. J'en ai vu des dizaines depuis le début du stage. Mais là, oh non, ça serait trop beau. Voyons, je la repasse. Ça y est, la voilà. Ma loutre, enfin. Elle dépose son épreinte sur le tronc. C'est sa marque. Et là, il y en a 2. Non, 3. Elles jouent. Elles ont attrapé une grenouille.
et il y a des petits poissons qui giclent de l'eau devant elle. Il faut que je me calme. Mon cœur a explosé. La bonde, à côté de la bonde, mais il ne m'a pas dit où. À gauche, à droite. Là, ça bouge là. Je filme quand même pour avoir même un petit bout de son dos. Pour montrer juste ça à Juliette et Oscar. Et aux amis de la réserve. J'ai 2 heures de libre sur ma carte et 2 batteries de rechange. Je lâche rien. Je n'en reviens pas. Je serai la première à faire des images de loutre sur la réserve. Ouah, ses dents. Elle est bien armée pour croquer le poisson. Oh, et ses yeux. On dirait un regard d'humain. Ma loutre aura attendu le dernier jour de notre stage avant de se montrer à moi, la coquine. Quelle aventure! Ici, c'est rare qu'on ait qu'une seule espèce dans le cadre. Il y a une telle biodiversité. Ouais, c'est incroyable. Ah oui, je ne pensais pas filmer autant. Ouais. Maintenant, quand je marche dans l'herbe, je me mets sur la pointe des pieds pour écraser le moins possible les petites bêtes. Et moi donc? Ça va être difficile de reprendre les cours. J'avoue que je redoute un peu moi aussi. J'ai hâte de voir le film. Il faut qu'on regarde toutes nos images calmement. Oui, et on commence dès ce soir. J'espère que j'ai bien sauvegardé toutes mes images. Pareil. Dès qu'on fait un pas dans la prairie, les insectes s'envolent dans tous les sens.